Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, on reçoit Lucille Coda, la réalisatrice du film Qu'est-ce qu'on va penser de nous, sorti en 2023, en compétition officielle cette année au festival. Salut Lucille. Bonjour. Tu as réalisé Qu'est-ce qu'on va penser de nous après avoir lâché ton travail dans le marketing. Tu étais arrivé là par une école de commerce financée en partie par toi et par tes parents. Justement, c'est eux, tes parents, que tu vas filmer près de Besançon, ta ville natale. Ton père est balayeur, ta mère est secrétaire. Et ils s'inquiètent un peu pour toi. Pourquoi, après avoir fait des études si prestigieuses, tu plaques tout? À travers ton film et avec beaucoup de tendresse, de détermination, tu te questionnes sur le rêve d'ascension sociale, sur l'hypocrisie de la méritocratie, la déception aussi. À quel moment tu as eu un déclic pour filmer tes parents? En fait, j'ai commencé le film à un moment qui était très, important dans ma vie, c'était la fin de mon école de commerce. J'ai commencé à travailler en marketing dans le CDD, enfin ça faisait un peu, 1 an que je travaillais et quelques mois que j'étais diplômée et cette même année, mon père allait partir à la retraite et il était balayeur et moi j'avais vraiment envie de documenter, de filmer son départ à la retraite parce que je trouve qu'en fait, il y a pas de représentation aussi du balayeur, en fait, tout simplement. Et j'avais jamais vu, par exemple, de film dont le protagoniste principal était balayeur. Et pour moi, ce métier avait aussi été par le passé vecteur de honte, vecteur de sentiments complexes, quoi. Quand mon père, quand mon père est devenu balayeur, il a aussi changé de statut social. Et c'était un moment clé de ma vie parce que donc moi, quand j'étais petite, j'étais dans une école primaire de village, quoi. Et, euh, et mon père, il était cantonnier du village. Et ensuite, au collège, je me suis retrouvée dans un collège de centre-ville. Et lui est parti travailler en ville en tant que balayeur. Et c'est là que j'ai eu un sentiment un peu de violence sociale. Et par la suite, c'est quelque chose sur lequel je ne pouvais pas poser de mots. Et en arrivant, enfin pendant mes études en école de commerce, j'ai lu aussi La place d'Annie Ernaux. Et c'est un livre qui m'a bouleversée parce qu'elle parlait de son père et du rapport de classe qui s'est institué entre elle et son père à l'adolescence parce qu'elle elle faisait des études, quoi. Et donc, après avoir lu ce livre, j'avais un peu envie de... Enfin, ça m'a donné un peu la légitimité de raconter mon histoire. Mais je voulais aussi un peu aller à rebours du récit autobiographique littéraire et plutôt confronter aussi ce récit avec des images de la vie quotidienne de mes parents. Si on reprend un petit peu dans l'ordre chronologique, on parlait du coup de cette désillusion. Qu'est-ce qui t'a dégoûté dans ton travail de marketing et dans l'école de commerce? Alors ça, c'est une question assez complexe. Mais en fait, j'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, par exemple, en prépa. Donc en classe préparatoire, qui est un peu comme une formation qui est certes accessible à tout le monde car gratuite, mais quand même élitiste. Je me sentais pas très bien avec mes camarades de classe parce que je pense que là, je commençais à me confronter à des gens qui voulaient réussir dans le commerce, tout ça. Et en fait, je pense que j'avais pas, vu que j'avais pas de représentation dans ma petite enfance de ce genre de métier. C'était un peu un idéal que j'avais et qui commençait à se fissurer. Et après, par la suite, en école de commerce, en fait, j'ai réalisé que les métiers vers lesquels l'école me menait, c'était des métiers dans lesquels je trouvais pas forcément de sens. Comme manager, par exemple? Voilà. Et en fait, quand j'étais petite, j'idéalisais trop la position de manager parce que mes parents, ils avaient un peu une sorte d'admiration pour les managers, les cadres. Et j'en connaissais pas forcément, enfin, j'en fréquentais pas en fait. Et du coup, moi, mon rêve, c'était de devenir cadre et manager et d'avoir des responsabilités. Or, après, quand je suis arrivée en école de commerce, bah, j'en ai rencontré et j'étais là, ah bah, c'est un métier comme un autre. C'est des personnes lambda. Voilà. Et j'ai commencé du coup à réfléchir comment revaloriser aussi le travail de mes parents qui travaillaient donc dans la voirie et dans la santé. Et c'est là que ça m'a fait quand même un déclic du genre comment j'ai pu ressentir ça quand j'étais enfant, c'est-à-dire cette honte, cette infériorité de classe, alors qu'il n'y avait aucune raison de le ressentir. Enfin, il n'y a aucune raison.
bien sûr, au-delà des raisons, bien sûr, que la société t'amène à penser ça, hein. Et voilà. Et c'est donc en fait, c'est grâce à cette désillusion que j'ai ressentie en école de commerce que j'ai eu aussi envie de faire le film. Et tu filmes tes parents, on le disait, avec beaucoup de tendresse, avec de l'humour parfois. On reviendra sur la figure de ton père tout à l'heure. Mais comment ça s'est passé le tournage avec eux, sachant qu'ils n'étaient pas vraiment au courant que ça allait devenir véritablement un film? Bah, en fait, au début, je leur ai dit que j'allais les filmer au travail parce que je savais que ça plairait plutôt à mon père et en effet, ça lui a plu. Donc au début, il adorait être filmé et c'était simple. Enfin, vraiment, je le filmais dans son travail de balayeur, mais aussi tout ce qu'il fait par ailleurs, du bois, du jardin, etc. Et c'était simple. Et aussi, je filmais aussi ma mère qui l'aidait, mais aussi dans la vie quotidienne. Donc quand on discutait, quand on avait des discussions sur, sur tout, enfin, il n'y avait pas de sujet particulier. Mais avec toujours cette idée quand même de parler de mon désir d'ascension sociale, entre guillemets, et changement de classe sociale et de travail, quoi. Mais ma mère, elle se sentait pas... Elle a pas compris avant que je le dise frontalement, qu'elle allait aussi être personnage du film. Parce qu'il y a une scène dans le film où je l'annonce à mes parents qui vont faire le film à 3 et qui seront protagonistes du film. Et après ça, c'était un peu plus compliqué parce qu'elle choisissait plus ses mots, elle était un petit peu moins naturelle. Et avec mon père, ça a pas trop changé. Et toi, tu savais déjà que tu voulais faire un film à ce moment-là? Ouais, en fait, même si c'est un film sur ma famille, ça n'a jamais été un film de famille. Parce que j'avais vraiment l'idée de cette confrontation entre mon récit en voix off et des images de la vie quotidienne de mes parents. Donc ça a toujours été un film, j'ai jamais voulu que ça soit un livre, j'ai jamais voulu que ça soit autre chose qu'un film. Et après, j'ai commencé à écrire donc un dossier d'écriture, de demande d'aide à l'écriture. Et j'ai des amis qui travaillent dans le documentaire que j'ai rencontrés à Paris qui m'ont beaucoup aidé à relire, à progresser sur le projet de film. Et ensuite, j'ai acheté une caméra et j'ai commencé à filmer le départ en retraite de mon père. Et c'était un moment qui m'a le pot de départ en lui-même, la scène, elle m'a vraiment bouleversée et convaincue de continuer à creuser. Tu parlais tout à l'heure de Annie Ernaux aussi, qui a été un grand déclic pour toi. Tu as lu La Place notamment. Pourquoi Annie Ernaux, elle t'a particulièrement marqué? Bah, pour moi, La Place a été un gros déclic parce que, comme je disais tout à l'heure, ça avait déclenché un sentiment de légitimité à pouvoir raconter une vie ordinaire de classe populaire ou classe moyenne. Et aussi, en fait, il y avait tout le rapport à son père dans le livre dont elle parlait comme de l'amour séparé à l'adolescence. De l'amour séparé par une distance de classe, en fait. Et en fait, ça a vraiment mis des mots sur ce que je ressentais. Et c'est très fort. Et il y avait par exemple cette anecdote dans le livre où son père, qui était ouvrier puis commerçant, meurt. Et elle retrouve dans ses affaires, après sa mort, je crois que c'était dans son manteau, une feuille sur laquelle il y a écrit la liste des personnes qui ont eu leur certificat de professeur ou d'institut, enfin je sais plus exactement l'appellation, dont elle, quoi. Et je trouvais ça hyper beau qu'il garde en fait dans ses affaires son diplôme, quoi, la preuve qu'elle avait eu ce diplôme. Et j'imaginais, en fait, j'aurais trop imaginé mon père faire ça. Parce que par exemple, il était super fier quand j'avais eu le bac, mention très bien, etc. Et pour moi, c'était limite plus beau d'avoir ça pour lui que pour moi. Enfin, il y avait quelque chose, je voyais qu'il était très fier de ça. La scène d'intro de ton film, c'est ça. Vous êtes au Zénith de Paris pour la remise des diplômes de ton école de commerce et ton père est ému aux larmes. Ta mère aussi, du coup, s'est mise à pleurer. Et justement, ça m'amène à parler de deux scènes qui m'ont beaucoup marquée. La première, enfin, deux scènes, en tout cas, les deux personnages. Ton père, qui est, je trouve, très intéressant parce qu'il est à la fois très drôle. Il est dans son rôle, il aime qu'on le filme. Et en même temps, je le trouve assez drôle parce qu'il y a aussi le côté
le côté, alors je dirais pas qu'il est insensible, bien au contraire, mais parfois il se laisse filmer, il s'en fout un peu qu'il y a les caméras. Et justement, derrière ce côté très drôle, ce côté un peu je m'en foutiste, il y a une sensibilité très très forte. Je pense à cette scène qu'on a un peu évoquée tout à l'heure, quand tu leur annonces que tu veux faire un film, il fait vraiment mine de pas t'écouter. Voilà, ta mère lui tape le bras en mode mais Philippe, écoute. Et en fait, il s'en fiche, il feuillette son magazine, et puis il maugrait un peu. Comment tu as vécu cette scène qui est forte, qui est charnière dans le film, parce que tu leur annonces que ça va être un film et que tu arrêtes définitivement le marketing. Comment tu as vécu cette scène que tu as filmée? Bah, cette scène, c'était hyper difficile pour moi de la filmer. Ça a été poussé un peu par mes producteurs. Et en fait, je voulais qu'il y ait un sentiment d'égalité dans le film, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment au courant du sujet du film. Et je me voyais plus en fait continuer sans leur dire et éviter le sujet, etc. Et en plus, ce qui faisait qu'on pouvait pas avoir des vraies discussions puisque j'arrivais pas à oser leur dire que je voulais arrêter le marketing et faire un film, quoi. Donc c'était hyper dur pour moi de le verbaliser. Et j'avais même répété ce que j'allais dire exactement parce que c'était hyper dur de choisir les mots pour pas les blesser. Donc après, j'ai fini par, à force enfin, j'ai écrit le texte, je l'ai répété, et après je l'ai dit. Donc je leur ai dit. Au début, je me suis dit c'est aujourd'hui ou jamais, donc je le filme. Donc après, ils sont assis autour de la table et j'ai commencé à filmer et à leur dire. Et leur réaction pour moi était inédite. J'avais un peu peur. Enfin, j'avais peur, carrément peur. Et, et c'était assez intéressant parce que du coup, ma mère, elle était vraiment dans les questionnements, un peu le stress, qu'est-ce que je vais faire après. Et mon père, oui, il a rien dit. Et il feuilletait un catalogue de fenêtres. En fait, c'est un peu drôle parce qu'ils avaient déjà choisi les fenêtres avant, donc il faisait vraiment semblant. Et ensuite, j'étais un peu frustrée parce que du coup, il disait rien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à accepter avec le tournage. C'était que, enfin, autant avec mon père, on a une bonne relation, on peut parler, tout ça. Mais devant la caméra, alors qu'il adore se faire filmer, il voulait pas parler, quoi. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le sujet du film, c'est qu'il veut pas en parler et que Qu'il y a un tabou? ouais, qu'il y a un tabou, mais que c'est aussi, enfin, ça montre aussi pour moi que tout passe par autre chose aussi. Ça peut passer par les blagues, ça peut passer par le langage corporel, et ça passe aussi par les non-dits. Et une fois que j'ai accepté ça, c'était, enfin, le film prenait une autre dimension pour moi aussi. Mais c'est ça aussi qui le rend drôle, ton père, je trouve. Il fait lui-même beaucoup de blagues. Ouais. Il n'y a pas que son côté je m'en foutiste, comme je disais tout à l'heure. Il y a vraiment aussi ce côté plein d'humour. Et la deuxième scène qui m'a beaucoup touchée, c'est plutôt une scène de ta mère, en fait, où elle écoute Les Oubliés de Gauvin Serre. Et voilà, elle ouvre son téléphone, elle cherche la vidéo sur YouTube, et elle la lance et elle te montre le clip. Et voilà, il y a ce refrain qu'elle fredonne en regardant un peu à droite, à gauche, en regardant à la fois la caméra et à côté. Et elle dit, le refrain qu'elle fredonne est on est les oubliés, les campagnes, les paumés, trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Comment tu as réagi à cette scène? En fait, cette scène, pour moi, elle était très, très touchante quand je l'ai regardée parce qu'en fait, ça véhicule beaucoup de souvenirs entre ma mère et moi de toutes les fois où on écoutait de la musique à la radio et qu'on chantait, qu'on dansait ensemble. Mais ma mère, elle a un rapport super fort à la musique, quoi. Elle adore les chansons qui passent à la radio, tout ça. Et, et du coup, j'avais vraiment envie qu'il y ait une scène du film où il y ait ça. Et parce que pour moi, cette scène, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la fois, il y a ce lien donc, de mère-fille, où en fait, je suis super touchée. Enfin, je la regarde en fait dans la scène, quand je la vois, je la vois être émue par la chanson et je trouve ça super beau. Parce que là, je reconnais ma mère qui est touchée par des paroles de chansons. Et je trouve ça. Enfin, je vois vraiment son émotion et c'est ça qui me touchait. Et ensuite, pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'elle dit. Elle dit écoute, Lucille, c'est beau ça. Et pour moi, là, il y avait presque une dimension bourdieusienne, quoi, de qu'est-ce qui est beau en fait et qu'est-ce qui est la culture légitime ou pas.
Et je trouvais ça bien de aussi pas répondre parce qu'en fait, ça laisse un petit peu une sorte de silence entre ouais, j'ai aimé ce genre de musique et maintenant je suis passée À autre à chose? autre chose. Enfin, j'aime autre chose. Et je dis pas qu'il y a une hiérarchie là-dedans, hein. C'est juste que ce qui sépare aussi le changement de classe sociale, c'est aussi l'évolution dans les goûts. Et par ailleurs, après, je me suis vraiment posé des questions sur cette scène, sur l'inclure dans le film ou non, parce que les paroles sont très appuyées. Enfin, je trouve que ça en disait trop sur le film, du genre les oubliés, etc. Et, mais à la fois, je trouvais ça quand même très fort, en fait, son émotion, et c'est ça qui primait pour moi. Mais c'est assez intéressant aussi, c'est que cette chanson a été pas mal utilisée, enfin pas mal écoutée et revendiquée par les Gilets jaunes. Et j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, mais en fait, c'était aussi que le film, il s'est fait à un moment de ma vie important parce que je sortais d'école de commerce, j'entrais dans la vie active, mais aussi c'était un moment, je pense, important politiquement parce que c'était c'était cette période que Macron est arrivé au pouvoir et il y avait tout ce discours sur la Startup Nation, etc. Et moi, je venais de là. Donc en fait, j'écoutais ça avec vraiment beaucoup de comment dire, de critique, quoi. Et, et sur aussi tout ce qui est toutes les discussions sur le mépris social qui sont venues avec les Gilets jaunes. Et j'ai commencé à écrire le film genre un mois avant que les Gilets jaunes soient visibles. Et c'était... je pense que ça a vraiment nourri l'écriture du film et ça a vraiment donné envie de parler de cette notion de mépris social. Bah, justement, en parlant de mépris social, c'est un des thèmes du film, hein, comme on le disait. Donc, il y a pour moi double axe. Il y a un double axe et qui est tout entremêlé tout au long du film. Il y a vraiment cette critique qui transparaît sur l'illusion de la méritocratie, l'ascension sociale, la violence sociale, comme on le disait tout à l'heure. Et le film est à la fois très très tendre. Je trouve qu'on voit vraiment la proximité avec tes parents. Tu parlais de la proximité avec ton père qui passe par la gestuelle, par la blague, mais aussi la proximité avec ta mère à travers la musique ou alors à travers des conversations quand vous allez vous balader toutes les deux en forêt avec le chien, par exemple. À un moment donné, en voix off, tu dis aussi l'amusement a laissé place à la déception et à la révolte. C'est quoi le geste cinématographique pour toi? C'est quoi le cinéma pour toi? Qu'est-ce que ça peut transmettre? Bah, c'est vrai que ce film, pour moi, il est vraiment né d'une colère, quoi. Enfin, je sais pas si je pourrais faire ce film de cette façon maintenant, parce que c'était vraiment la colère du moment, donc vraiment ouais, contre la méritocratie, entre guillemets. Et c'était un moment vraiment politique. Et pour moi, c'est aussi pour ça que je fais du documentaire, parce que ce que j'aime dans le cinéma, enfin dans ce que j'ai envie de défendre et faire, c'est disons partir de l'individu pour parler de politique. Et partir d'une expérience singulière pour aller vers quelque chose de plus large et politique. Et, c'est pour ça que j'ai mis j'ai parlé de mon histoire. Enfin, pour moi, ce qui était important, c'est qu'elle parle à d'autres personnes. C'est pas du tout moi qui est intéressante. C'était vraiment. Je sais qu'il y a des récits qui ont été des récits à la première personne qui ont changé ma perspective. Donc c'est important pour moi. Il y a un autre truc dont on n'a pas parlé qui est assez important dans ton film, c'est la voix off. Donc, tu ajoutes une voix off qui parle de ton enfance, qui raconte un peu ton histoire, qui parle aussi de ta vision, la vision de tes parents. On suit aussi tes réflexions. Alors, c'est des réflexions parfois naissantes qui deviennent de plus en plus critiques au fil du film. Comment tu as construit, comment tu as écrit cette voix off? Alors, l'écriture de la voix off, c'était une des choses les plus difficiles. Bah, déjà, en fait, moi, depuis le début, j'avais décidé qu'il y aurait une voix off parce que pour moi, c'était ma place dans le film. Elle passait par la voix off et par le texte. Et, et donc, il y avait ce récit que je voulais mettre en contraste, en parallèle avec la vie quotidienne de mes parents. Et pour que, dans un effet d'accumulation, en quelque sorte, à la fin du film, on remette en question ou en perspective tout ce que je disais. Parce
que je vais dire des trucs plus difficiles, plus durs, des moments plutôt de violence liés au changement de classe sociale. Mais en fait, je voulais vraiment que vraiment, ce que j'ai ressenti quand j'étais enfant soit questionné quoi, par les images elles-mêmes. Et du coup, la voix off, j'ai commencé à l'écrire. C'était vraiment ce que j'ai fait en premier dans ce film, c'était écrire un texte qui faisait plus d'une vingtaine de pages. Et ensuite, il a fallu couper et réécrire pour que ça soit simplifié. Parce qu'en fait, en voix off, tu peux écrire des punchlines et tout, mais ça marche pas du tout. Ça passe pas. En fait, il y avait quand même un ton beaucoup plus sociologique aussi dans la voix off. Et en fait, à l'écran, sur des cinémas directs, c'était lourd, quoi. Donc il a fallu vraiment aller vers quelque chose de très très simple. Et la monteuse, Marie Botois, elle m'a vraiment aidée à couper. Parce qu'autant pour les scènes, je savais plutôt quelle scène était forte ou pas. Autant pour le texte, j'ai été très attachée, c'était dur. Et par ailleurs, ce qui est difficile dans le récit autobiographique, dans un film, c'est qu'il faut un début, une fin. Et décider d'où on parle. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, le récit du film, il s'arrête à la fille que j'étais à 25 ans, qui sortait d'école de commerce. Et ça, c'était difficile, parce qu'il faut vraiment se dire... Ok, maintenant je suis encore une personne différente de il y a 5 ans, mais il faut que je dois m'arrêter là, quoi. Et justement, quelle est ta place dans le film ? Bah, en fait, donc la place pour moi, elle passe par la voix off et le texte, mais c'était quelque chose qui était très travaillé au montage parce que, en fait, je voulais à tout prix laisser la parole à mes parents, donc à mon père, mais aussi à ma mère, parce que je trouvais que c'était hyper important de parler des femmes comme elles qui ont toujours eu le même emploi, qui n'ont pas été valorisées forcément dans leur travail parce qu'elles ne l'ont pas demandé. Et parce que ma mère était secrétaire et elle n'est jamais passée secrétaire médicale, simplement parce qu'elle n'a jamais revendiqué ses droits, quoi. Et je voulais vraiment qu'ils aient la parole. Sauf qu'en fait, c'est un film à la première personne et que forcément... il fallait que j'ai une place dans le film. Et en fait, avec la monteuse, à un moment, on s'est dit que c'était un film sur nous trois, sur notre relation à trois. Et là, ça m'a vraiment aidé de me dire ça. Donc, j'étais un personnage à égalité avec eux et que le film, c'était sur notre relation. Et en fait, c'est au fur et à mesure aussi du montage et de l'écriture et ensuite du montage que j'ai réalisé qu'au début, j'avais toutes ces ambitions politiques pour le film. Et que j'ai réalisé qu'en fait, c'était aussi un film d'amour pour mes parents. Et ça, je pense que ça a aussi facilité le fait que je me mouille un peu, qu'on me voit plus. Voilà, que je... Qu'on garde tes questions aussi Oui, à la caméra. tout à fait. Parce qu'en fait, je trouve que quand il y a une voix off, il y a quand même un truc de maîtrise quand tu es réalisateur, réalisatrice. Tu choisis ce que tu vas dire et tout. Mais si tu es derrière la caméra et que tu gardes tes paroles, il y a plein de choses qui t'échappent. Moi, j'aime pas faire. Il y a certaines scènes où j'aime pas forcément le personnage que je suis de cette scène-là. J'aime pas forcément ce que je dis, mais je trouve qu'il y a un côté spontané qui est mis à égalité avec la personne que tu filmes en face de toi. Et c'est pour ça que ça, c'était important pour moi de garder la parole et d'avoir une sorte de filmage qui était vraiment frontal, c'est-à-dire les gens ils regardent la caméra, ils me regardent moi. Et j'avais aussi en tête toute une pratique du cinéma à la première personne, enfin pas forcément à la première personne, mais du cinéma où le ou la cinéaste a son corps qui est présent dans la réalisation, c'est-à-dire que il y a une certaine proximité et une certaine fluidité de mouvement que j'ai si je filme avec une petite caméra, avec une caméra portée, qui fait que, en fait, même les mouvements de mon... Enfin, ça veut dire qu'on sent qu'il y a un corps derrière cette caméra et je trouvais ça beau aussi d'être impliqué comme ça. Enfin, par exemple, pendant le pot de départ, il y a des moments où je tremble parce que j'étais émue et je pense que ça... Je sais pas si on conscientise quand on regarde le film, mais en tout cas, ça affecte forcément la mise en scène. Mais écoute, merci Lucille pour cet échange. C'est déjà la fin de notre émission. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur tous les réseaux sociaux du FIFAM. À la prochaine!